Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui continue obstinément à vous parler de drogue. La dernière fois, je m'étais arrêté en 1937 avec la prohibition du cannabis aux États-Unis. Quelques années après, c'est la guerre. Or, la Deuxième Guerre mondiale est dominée par une substance ou par un groupe de substances qu'on appelle les amphétamines. Les amphétamines sont des psychostimulants extrêmement puissants. Avant d'en donner la définition, je vous raconte très vite l'histoire. Les Chinois utilisaient depuis très longtemps, depuis des millénaires, une plante, l'éphédra, Ephedra vulgaris, un conifère à baies rouges, qui avait en particulier comme propriété de permettre aux personnes qui respirent mal de mieux respirer. Un chimiste japonais, Nagai, va isoler le principe actif de l'éphédra en 1885 et va l'appeler l'éphédrine. On peut dire que la révolution des alcaloïdes, qui a commencé en 1805 avec la morphine, se termine en 1885 avec l'isolement de l'éphédrine. Cette éphédrine va être modifiée très peu sur le plan chimique, je ne rentre pas dans le détail, et va permettre l'obtention de la première amphétamine qu'on va appeler la benzédrine. Alors la benzédrine, je vous l'ai dit, est un psychostimulant extrêmement puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il coupe le besoin de dormir. Il coupe le besoin de manger aussi, il rend anorexique. Par ailleurs, il est psychostimulant, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne beaucoup plus vite. On a, illusion ou pas, le sentiment d'une grande puissance intellectuelle et d'ailleurs aussi d'une grande puissance physique. Par ailleurs, sur le plan physiologique, il se passe des choses, et en particulier une augmentation du rythme cardiaque, comme il y a une tachypsychie au niveau du cerveau, il y a une tachycardie au niveau du cœur, et une augmentation de la pression artérielle, ce qui veut dire que lorsqu'on consomme de fortes doses de ces substances, eh bien, on risque des troubles du rythme cardiaque ou des infarctus du myocarde, ou des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Cette substance, la benzédrine, va très vite intéresser les militaires parce qu'elle semble présenter toute une série de caractéristiques qui font d'elle une sorte de produit miracle pour transformer les soldats en guerriers infatigables. Et de fait, on va très largement utiliser les amphétamines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant d'aller plus loin, il faut que je passe par un petit détour chimique important. Il s'avère que la benzédrine est ce qu'on appelle un racémique. Les molécules du vivant existent en effet sous deux formes, une forme droite et une forme gauche. La meilleure métaphore de cette histoire, ce sont les mains. On a une main gauche et une main droite qui peuvent se superposer comme ça, mais pas comme ça, pas l'une sur l'autre. Il y a donc une main gauche et une main droite, et il y a des molécules dextrogire et des molécules lévogire. Il s'avère que concernant la benzédrine, c'est la molécule dextrogire qui est de loin la plus puissante sur le plan de la stimulation psychique. Et donc, à partir de la benzédrine, on va faire la méthédrine, qui est une benzodiazépine, lapsus intéressant, qui est une amphétamine bien plus puissante que la benzédrine. Un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands vont méthyler la benzédrine et obtenir la pervitine. Et la pervitine, c'est tout simplement la meth d'aujourd'hui, une très très puissante drogue psychostimulante. Alors, on peut voir ce qui se passe sur le champ de bataille à travers deux exemples. Le premier, c'est l'attaque
allemande, le Blitzkrieg allemand contre la France en juin 40, après que l'Allemagne ait facilement défait la Pologne. Les panzers se jettent sur la France et le haut commandement allemand a bien du mal à les arrêter, alors qu'ils sont en train de foncer en direction de la côte française. Pourquoi? Parce que les types sont tous sous pervitine, absolument déchaînés, en pleine forme, et que plus rien ne peut les arrêter. Finalement, l'état-major va obtenir, avec beaucoup de difficultés, à ce qu'ils s'arrêtent. Je vous donne un deuxième exemple. Pendant la bataille d'Angleterre, qui a eu lieu de juillet 40 à mai 41, les Spitfire britanniques étaient en infériorité numérique totale face aux Stuka allemands. Et il fallait pourtant absolument gagner cette bataille du ciel. Les pilotes et les mécaniciens étaient sous benzédrine, parfois pendant plusieurs jours et nuits. Et d'ailleurs, à la fin de la guerre, certains journaux britanniques ont titré « La benzédrine a gagné la bataille d'Angleterre ». Mais certains pilotes étaient tellement défoncés à la benzédrine que dans certains cas, ils ont atterri sur des aérodromes français et ont évidemment été immédiatement arrêtés. Parce que la mariée était trop belle. L'affaire était beaucoup plus compliquée. Vous savez que notre première fragilité, c'est le sommeil. Avant la faim, avant la soif, vous privez quelqu'un d'une nuit de sommeil, le lendemain il est fatigué, vous le privez de 2 nuits de sommeil, il ne sait plus très bien comment il s'appelle, vous le privez de 3 nuits de sommeil consécutives et il est dans un état presque psychotique. D'ailleurs, c'était une des tortures les plus utilisées par le NKVD soviétique. C'était une torture qui permettait à n'importe qui de signer des aveux comme quoi il avait tué père et mère simplement pour qu'on le laisse dormir quelques heures. Et donc, les gens peuvent avoir le sentiment de très bien faire les choses, alors que dans la réalité, les choses sont de moins en moins bien faites. Il faut dire une chose, c'est que les stimulants provoquent une sorte d'euphorie qui donne envie d'en reprendre. Cette euphorie, elle est liée au fait qu'on se sent en pleine forme, plus qu'en pleine forme, en pleine possession de ses capacités physiques et mentales, même si, au fil des heures et des nuits blanches, c'est de moins en moins vrai. Et donc, assez rapidement, les armées américaines, anglaises, allemandes, en France, il n'y a pas eu tant de stimulants que ça, ce qui est presque dommage si on y pense, mais c'est une autre affaire. En tout cas, on a calmé le jeu. Il y a un pays qui n'a pas calmé le jeu, c'est le Japon. Et après que les bombes atomiques américaines soient tombées sur Hiroshima et Nagasaki, donc dans un climat de chaos social total, un certain nombre de militaires ont mis sur le marché clandestin des amphétamines dont ils avaient des stocks absolument considérables. Et la première épidémie civile d'amphétamines a eu lieu au Japon juste après la guerre. Les Japonais ont mis beaucoup de temps à s'en rendre maîtres, une quinzaine d'années. Il y a eu une augmentation des hospitalisations psychiatriques parce que assez rapidement avec les amphétamines, on devient fou, on devient dingue. En particulier, on devient extrêmement paranoïaque. Il y a un lien très étroit entre les amphétamines et la paranoïa, le sentiment qu'on a d'être observé. Par ailleurs, il y a une agressivité qui est liée à ces substances et qui fait qu'un certain nombre d'actes de délinquance ou de crimes ont été commis sous amphétamine. D'une manière générale, on peut dire que la reconstruction de l'après-guerre s'est faite très largement sous amphétamine. En France, un coup de fatigue
et votre médecin vous prescrivait du Maxiton ou de la Coridrane. Mais il faut dire aussi que c'est surtout en Europe du Nord que les amphétamines ont eu le plus grand succès, en Europe du Nord et en Grande-Bretagne. Et on peut dire que si la drogue qui a dominé l'Europe du Sud à partir des années 60, c'est l'héroïne, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Europe du Nord, ce sont véritablement les amphétamines qui se sont installées pour très très longtemps. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. En tout cas, on est dans l'après-guerre. Je vais encore passer quelques vidéos à finir cette histoire et puis ensuite on abordera d'autres domaines des drogues et des toxicomanies. Ben, je vous dis salut, à très bientôt. Ciao ciao.